On s'approche de plus en plus de mon top 10 de mes jeux favoris de tous les temps. Mais pour l'instant, je vais vous présenter les positions numéro 30 jusqu'à 21. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour une nouvelle fois pour continuer mon top 100. Alors depuis plusieurs semaines, dans quelques mois déjà, j'ai commencé à vous montrer, à vous présenter les 100 jeux favoris de tous les temps pour moi-même. Donc ça a été un processus qui a été très amusant à faire et c'est surtout une série de vidéos que j'adore faire parce que de pouvoir vous partager ma passion pour ces jeux-là, ça me fait toujours plaisir puis je trouve ça toujours très agréable de lire vos commentaires aussi, de voir si jamais vous partagez la même passion que j'ai pour certains jeux. D'autres fois, vous n'aurez pas essayé, peut-être bien que je vais vous donner le goût, peut-être bien que ça va même me donner le goût moi-même d'y rejouer parce qu'en faisant cet exercice-là, moi-même, je me retrouve à me rendre compte qu'il y a beaucoup de jeux dans ma collection que des fois, je me dis « Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu-là », donc je dirais que c'est toujours un exercice très agréable et une vidéo que j'attends avec impatience de vous montrer à chaque fois. Mais je vais maintenant y aller sans tambour ni trompette et commencer immédiatement avec le numéro 30. Alors en 30e position, on retrouve le jeu Raccoon Tycoon. Et oui, donc Raccoon Tycoon est en fait un jeu économique. Donc, c'est un jeu où on va avoir des enchères. On va également avoir de la spéculation. Et là, je m'explique. Dans le jeu, on va devoir générer des ressources et on va manipuler le marché. Donc, on va essayer d'acheter les ressources, d'obtenir des ressources et de faire monter leur prix. Donc, à chaque tour, on va jouer une carte, on va produire un certain nombre de ressources et on va également faire monter le prix de certaines autres. On va également pouvoir les vendre et là, lorsqu'on va vendre, on va faire descendre le prix. Donc, c'est une espèce de jeu de marché qu'on va faire et je trouve que le jeu est tellement bien fait parce que c'est pas un jeu qui est complexe, c'est un jeu qui est très simple à expliquer, mais que j'ai énormément de plaisir. Et là, tout cet bel argent-là va servir pour un système d'enchères qu'on va mettre des compagnies ferroviaires, on pourrait dire ça, là, c'est des noms un peu avec des animaux, mais il faut pas se laisser berner par le look des animaux anthropomorphiques. C'est un jeu vraiment économique et vraiment intéressant. Donc, un de mes jeux favoris, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à y jouer. Une extension qui est sortie récemment, j'ai même pas eu l'occasion d'essayer l'extension, mais je pense que juste le jeu de base en tant que tel me plaît énormément. C'est un jeu qui, je remarque que les jeux économiques, on va devoir générer des ressources, on produit beaucoup de ressources, essayer de les vendre au bon moment, essayer de faire également briser les plans des autres joueurs, parce que si on voit qu'il y a un joueur qui accumule beaucoup d'un certain type de ressources, on va peut-être essayer justement d'en vendre pour faire baisser le prix comme ça, de manière à ce qu'il y ait un peu moins d'argent, parce que ça va être très important lorsqu'on va arriver à miser. Et chaque partie est différente parce que les mises, il y a des parties que ça y va très conservateur. À un moment donné, quand ça se met à déraper ou quand les gens mettent à générer beaucoup d'argent, eh bien, je pense que c'est là que les mises deviennent le fun. Et je trouve ça drôle parce que le jeu vient avec de l'argent en papier. Et là, il y a beaucoup de monde qui ont une haine profonde pour l'argent en papier. Et je peux comprendre. Dans la majorité des cas, moi non plus, je suis pas un fan d'argent en papier. Je préfère avoir des jetons, des poker chips, des tokens ou quelque chose comme ça. Mais dans ce jeu-là, la satisfaction qu'on a à prendre notre liasse d'argent, en regardant en dessous de la table, compter nos billets en dessous de la table pour voir combien d'argent qu'on dispose pour pouvoir miser, parce qu'on peut jamais miser plus que ce qu'on a, bien entendu. Et je trouve que c'est vraiment l'argent en papier pour ce jeu-là est vraiment génial. Il existe même une version de luxe qui est venue avec de l'argent en métal. Je veux rien savoir de l'argent en métal pour ce jeu-là. Ça prend de l'argent en papier qu'on puisse la compter en secret en dessous de la table. Donc, Raccoon Tycoon, un jeu que j'adore. Je continue avec le numéro 29, c'est le jeu War Chest. On se le cachera pas, War Chest est un jeu très abstrait. Donc, c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs, mais on peut également jouer à 4 joueurs et j'ai été très surpris avec le mode 2 contre 2. Donc, c'est un back builder parce qu'on va avoir un sac avec des pièces, des jetons, un peu comme des jetons de poker, assez lourds, vraiment agréable à manipuler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être des unités, c'est une espèce de thème de combat qu'on va faire et on va devoir contrôler certaines zones. Et là, lorsqu'on va contrôler ces secteurs-là, on va devoir déplacer nos pièces. Mais la manière que ça fonctionne, c'est ça qui est le génie dans le jeu, c'est que pour déplacer une pièce, on va devoir jouer une pièce identique
en jeu. Donc, exemple, si j'ai une unité, un archer par exemple, si je veux bouger mon archer ou faire quoi que ce soit avec, je vais devoir dans mon sac, lorsque je vais tirer mes jetons, avoir un archer sous la main, donc de disposer de ça, parce que lorsque je vais jouer l'archer, je vais pouvoir activer, donc soit le déplacer, soit attaquer, ou soit également booster l'unité. Donc, mettre un token de plus, ça va faire en sorte qu'elle va devenir plus résistante en combat parce que chacune des unités se déplace de manière différente. Et là, le jeu vient avec plein d'unités différentes. Il y a des extensions qui sont là. Et on peut également jouer avec un système de draft où on va drafter nos types d'unités. Donc, le jeu est vraiment incroyable, le jeu est vraiment une belle qualité, vraiment le visuel est vraiment, le matériel pardon est vraiment génial, mais je trouve que c'est un jeu qui est tellement agréable à jouer. Oui, c'est certain que ça va te tirer un peu sur les cordes des jeux abstraits, mais j'ai trouvé que War Chest était tellement brillant de son exécution. Le système de jetons lorsqu'on va les jouer, c'est vraiment bien pensé. Et là, on va devoir recruter les jetons parce que on a un certain nombre de limites de jetons et là, ils ne seront pas nécessairement tous dans le sac. Donc, si on veut les recruter, on va les placer dans le sac. Donc, on va avoir plus de chances de pouvoir sortir cette unité-là, donc de l'activer, parce qu'on ne pourra pas toujours bouger les unités qu'on va vouloir. Et c'est vraiment un jeu très bien pensé. Si jamais vous avez jamais essayé, je vous le conseille fortement. Je continue en numéro 28 avec le jeu qui s'appelle La gloire de Rome, donc Glory to Rome. Alors premièrement, je le sais, la distribution est très difficile. C'est un jeu qui est tombé dans les limbes un peu parce que la version anglaise, la Black Box, est une version qui se vend à des prix exorbitants parce que le jeu est tombé dans les limbes un peu de distribution. Une histoire de chicane, de droit d'auteur, mais Carl Chuddick est un designer que j'adore. Et La gloire de Rome se trouve à être probablement le jeu que je déteste le plus enseigné de tous les temps. Non pas que c'est un jeu oui, c'est un jeu qui est pas facile, je dirais, à apprendre. Un coup qu'on le joue, un coup qu'on comprend, ça va très bien. C'est un jeu qui est très intelligent. Mais de l'enseigner, ce jeu-là, c'est tellement une catastrophe à chaque fois. Je parle souvent de Race for the Galaxy, qui est un jeu que j'aime pas trop enseigner. Je préférerais montrer Race for the Galaxy à n'importe qui plutôt que La gloire de Rome. Pourtant, La gloire de Rome est vraiment un jeu qui est tellement intelligent et tellement bien fait. Donc, c'est un système de jeu de cartes où on va devoir tenter de construire différents bâtiments, mais surtout de se monter un moteur. Et encore une fois, vous savez, les engine builder. Donc, avec ça, ce qu'on va devoir faire, c'est générer des habilités. Et là, plus on va générer des habilités, le jeu avec des cartes qui ont des combines absolument à couper le souffle. Il n'y a pas deux parties qui sont pareilles. C'est vraiment un jeu de cartes vraiment incroyable. Il y a existé différentes versions qui sont sorties après. Entre autres, Motainai. Motainai, qui est un jeu qui tire beaucoup de son ADN de La gloire de Rome, qui reprend beaucoup de concepts, donc qui est plus facile en distribution également, donc plus facile à acquérir. Donc, si jamais vous voulez avoir une petite dose de La gloire de Rome, Motainai le fait, mais pour ma part, La gloire de Rome reste un de mes tops. C'est un jeu que je ne joue pas souvent parce que c'est un jeu qui est difficile d'approche, donc c'est pas un jeu que je vais montrer à n'importe qui en fin de soirée, bon, je te montre La gloire de Rome. Pourtant, c'est un jeu qui est vraiment incroyable et c'est un jeu que j'ai très hâte de rejouer. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. C'est certain que d'avoir un ami qui joue, qui comprend, où on peut jouer tout le temps avec les mêmes personnes, c'est certain que le niveau va être intéressant, mais La gloire de Rome, un jeu incroyablement brillant. Carl Chuddick est un designer vraiment incroyable. Je continue au numéro 27 avec un jeu qui s'appelle Manhattan Project Energy Empire. Alors premièrement, c'est tiré de la série Manhattan Project, donc il y a eu un jeu original, il y a même eu un Manhattan Project 2. Energy Empire est un jeu qui tire un peu de l'iconographie, le look général, le thème, on s'entend, c'est pas un thème très précis, un univers fantastique, quoi que ce soit, mais ça tire beaucoup de visuels de ses prédécesseurs. Ceci dit, Energy Empire est un jeu où on va devoir se monter un moteur, donc l'engine building, là vous allez voir, hein, je vais vous parler d'engine builder de plus en plus parce que plus on monte dans mon top et plus on voit des jeux qui vont me faire vibrer. Mais ce que j'aime dans Energy Empire, c'est que le jeu se joue dans une durée raisonnable. Et pour un type de jeu qui me donne ce feeling-là, des décisions intéressantes, des combos qui me font sentir intelligent, des bonnes combines, des choses comme ça, j'ai trouvé que une partie à 2 joueurs va durer peut-être 45 minutes, 1 heure, à 4 joueurs, on peut s'en tirer facilement à 1h30. Et pour un jeu de cette trempe-là, je trouve que c'est vraiment exceptionnel parce que c'est un jeu où on va justement avoir du placement d'ouvriers, on va générer des actions et on va pouvoir activer notre tableau. Donc, encore une fois, un petit côté tableau builder. Le jeu vient avec des dés aussi, mais les dés sont pas nécessairement la partie tournante principale du jeu. En fait, dans Energy Empire, on va devoir générer différentes sources d'énergie et le jeu traite également de pollution. Et je trouve que le petit thème environnemental que Energy Empire va nous proposer est vraiment intéressant. Donc, des mécanismes avec un thème intéressant mis ensemble dans une durée très raisonnable avec des décisions qui sont intéressantes. Energy Empire, un super jeu. Je continue en numéro 26 avec le jeu
que j'ai joué le plus de ma collection, c'est le jeu Santorini. Bon, on s'entend, les parties sont très très courtes. Donc Santorini est un jeu abstrait à 2 joueurs. Bon, la boîte va dire qu'il y a un mode à 3 joueurs puis un mode à 4 joueurs. Santorini, c'est un jeu à 2 joueurs. Encore une fois, un autre jeu qui tire beaucoup de sources des jeux abstraits, mais dans Santorini, le tout est fait avec un petit visuel très amusant. Donc dans Santorini, qu'est-ce qu'on va faire? Le but, c'est de réussir à monter par-dessus le 3e étage d'un édifice, donc d'un bâtiment. Ça reprend bien entendu l'île de Santorini, donc les visuels, les bâtiments blancs, les petits toits bleus. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jeu à la base est très simple, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on a 2 personnages sur une petite grille, et là, on va se déplacer et on va construire autour de notre personnage. On va placer un bloc, et là, si jamais il y a un bloc de niveau 1, on place un bloc de niveau 2, un bloc de niveau 3, etc. Lorsqu'on va monter, on peut monter d'un seul étage, et là, à chaque tour, on va déplacer, construire. C'est à l'autre joueur, déplacer, construire, déplacer, et ainsi de suite. Je dirais que de base, le jeu peut sembler un peu terne, un peu ordinaire, mais le jeu vient avec des dieux différents. Donc, chaque partie va être différente parce que les dieux vont être des pouvoirs très asymétriques qui vont être complètement différents de partie en partie. Donc, si jamais il y a des parties qu'on peut arriver avec un dieu, même que moi, lorsque je jouais intensément ce jeu-là, on faisait des drafts, on draftait les dieux, ou encore on jouait on choisissait un dieu, on affrontait, on faisait un 4 de 7. Il y a plein de façons qu'on peut s'inventer pour jouer à ce jeu-là, mais si vous avez joué à Santorini seulement à fret, comme ça, pas de dieu, le jeu est assez ordinaire, mais lorsqu'on rajoute les dieux, ça rajoute une petite twist, et encore une fois, c'est certain, il faut aimer les jeux abstraits, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup de plaisir à jouer, c'est un jeu que j'aime beaucoup montrer à peu près n'importe qui, c'est un jeu qui est très facile à montrer, j'ai même joué avec ma fille aime beaucoup ce jeu-là, malgré le fait que, bon, c'est certain que c'est pas comme avoir, ma fille a 9 ans, donc c'est pas comme avoir un adversaire de mon calibre en tant que tel, mais souvent ce que je vais faire avec elle, c'est que je vais lui donner des pouvoirs de dieu, puis moi j'en prendrai pas, donc ça va égaliser un peu le terrain, mais je trouve que Santorini est un jeu qui est tellement agréable à sortir, c'est un jeu qui est rapide, c'est un jeu qui a une présentation vraiment, c'est visuel. On se promène autour d'une table, on voit Santorini, on s'arrête 2 secondes, puis on regarde ça, le petit plateau surélevé, avec les belles pièces de bâtiment, les petits personnages comme ça, mais ça reste une expérience à 2 joueurs vraiment hors du commun. Je ne vous conseille pas de le jouer à 3 joueurs ou 4 joueurs, parce que si jamais vous avez joué à 3 joueurs, vous dites « Ah, mais je comprends pas le buzz autour du jeu-là », c'est normal, c'est pas fait pour ça. Donc, je continue en numéro 25 cette fois-ci, avec un classique ludique du nom des Châteaux de Bourgogne. Alors, Steffenfeld est un designer que je ne suis pas un énorme fan. Et là, lancez-moi pas des tomates à travers la caméra. J'ai pas joué à énormément de jeux de Steffenfeld. Je sais que j'ai des amis qui trippent complètement sur cet auteur-là. C'est un auteur vraiment intelligent, qui a fait des bons designs, mais j'ai pas joué beaucoup à ces jeux. Mais les Châteaux de Bourgogne ont vraiment une place très haute, très chère dans mon cœur. La preuve, numéro 25, c'est un jeu qui, malgré son look très beige de sa première version, là c'est plate un peu, on peut faire des blagues de jeu beige parce que ils ont fait une version un peu plus colorée qui vient avec d'autres extensions, un mode solo, des choses comme ça. J'ai d'ailleurs fait l'acquisition de cette version-là. Mais le jeu original est très beige. Donc c'est un jeu qui visuellement est pas très attrayant, mais c'est des mécanismes qui sont tellement bien pensés. C'est tellement un jeu intelligent, c'est un jeu qui bien pensé. J'ai rien d'autre à dire que ça, que c'est vraiment... je pense que c'est... Le jeu était plus haut dans mon palmarès auparavant, c'est pas parce que c'est un mauvais jeu qui est descendu, il y a tellement de jeux qui sortent, mais je trouve que les Châteaux de Bourgogne ont un petit quelque chose, et c'est un jeu qui est vraiment surprenant parce que, malgré le fait qu'il soit relativement terne visuellement, c'est un jeu qui est apprécié par pratiquement tout le monde. Je connais pas grand monde qui me disent « Ah, j'ai joué au Château de Bourgogne. » C'est ordinaire ça. Tout le monde a aimé ce jeu-là. C'est un jeu qui est bien pensé, un jeu qui coule bien, un jeu qui est très fluide, un jeu qui nous donne des décisions intéressantes, qui est pas trop long à jouer, un bon euro beige comme on les aime. Donc, les Châteaux de Bourgogne. Je continue en numéro 24 avec un jeu qui auparavant était beaucoup plus haut dans mon top. C'est le jeu Shadowrun Crossfire. Premièrement, je tiens à le dire, je le sais, c'est pas un jeu qui a une énorme popularité. C'est un jeu que j'ai joué énormément, par exemple, j'ai joué plus de 60 parties à ce jeu-là, parce que le jeu vient avec un petit mode campagne où on va gagner des points d'expérience pour acheter des upgrades, donc pour acheter des choses de plus à nos personnages. Et laissez-moi vous dire que chacun de ces points de karma-là, donc d'expérience, est gratté avec beaucoup de temps et d'énergie mis là-dessus. C'est un jeu qui est énormément difficile. Et là, je sais, ils ont sorti une version qui s'appelle Prime Runner, qui radoucit un petit peu le jeu en tant que tel, mais à la base, Shadowrun Crossfire est un jeu avec un challenge incroyable. Ceci dit, c'est lorsqu'on joue au jeu et qu'on joue et qu'on rejoue qu'à un moment donné, il y a un petit déclic qui se fait. Parce qu'après, la première fois que j'ai joué, on a les cartes, on essaie de jouer qu'est-ce qu'on peut. Bon, premièrement, c'est un deck builder dans l'univers de Shadowrun, un univers que j'aime beaucoup, mais c'est un deck builder
qui nous offre un bon challenge. Le jeu va nous attaquer constamment. C'est un jeu coopératif que j'ai joué principalement. 95% de mes parties ont été en solo parce que à plusieurs joueurs, les gens n'avaient pas le même déclic. Ils jouaient une partie comme je comprends rien. Ok, ben je vois pas les décisions intéressantes qu'on a à faire. Mais en jouant en solo, j'ai vraiment trouvé que la gestion de cartes. Donc, on va avoir des cartes et comme tout bon deck builder, bien entendu, on va acheter des cartes à rajouter dans notre deck, essayer de les jouer. Mais on se rend compte que ça vaut pas nécessairement la peine de jouer trop nos cartes rapidement. Des fois, c'est mieux de les garder, de se planifier un bon tour parce qu'on va avoir différents obstacles et on va devoir avoir certains icônes qu'on va se servir. Donc, différentes cartes, on va avoir des habilités et ces petits icônes-là vont servir pour pouvoir vaincre des obstacles. Et des fois, ça va être vraiment une gestion qui va être faite, gestion de cartes là-dessus. Shadowrun Crossfire, un jeu vraiment incroyable. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, par exemple. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est descendu un petit peu, mais c'est vraiment un jeu qui gagne à être à pousser un peu plus. Les premières parties, j'ai pas tant trippé que ça, mais comme je dis, à un moment donné, il y a un petit déclic qui se fait. On se rend compte des possibilités que ce jeu-là peut nous offrir. Et c'est un jeu qui donne un très bon challenge. Ceci dit, moi, j'aime ça, un bon challenge. Et lorsque je vais battre le jeu, je mérite encore plus ma victoire. Je suis encore plus content de gagner parce que c'est très difficile. Donc, mon taux de victoire est vraiment ridicule. Et c'est correct comme ça parce que les parties peuvent être rapides. Si jamais on se plante, hein, ça se peut qu'on se fasse planter rapidement. Mais sinon, c'est un jeu que je jouais, que je rejouais. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas joué d'ailleurs. Je pense que je serais dû pour une partie. On est rendu au numéro 23 avec un jeu qui ne sort pas souvent. C'est le jeu Clash of Culture. Alors, premièrement, Clash of Culture va bientôt avoir une nouvelle édition mise à jour. Donc, certains concepts. Donc, c'est pas juste une révision visuelle du jeu. Ils ont changé quelques petites choses dans le jeu. Mais à la base, Clash of Culture, c'est un jeu de civilisation. Donc, j'ai toujours aimé les jeux vidéo Civilization, Sid Meier's Civilization, et on sait qu'il y a un jeu de société qui s'appelle Sid Meier's Civilization. Mais dites-vous que l'essence même du jeu vidéo est tellement mieux adapté dans Clash of Culture. Et là, c'est drôle parce qu'il y a un jeu de société qui porte le même nom, mais c'est pas lui qui remporte la palme pour moi. Mais Clash of Culture est vraiment le jeu de civilisation par excellence parce que on a un arbre des technologies qu'on va devoir essayer de trouver des nouvelles technologies. On a un placement sur le plateau de jeu. On a de l'exploration à faire parce qu'il y a des tuiles qui sont cachées. On va devoir essayer de créer des bâtiments, garder notre peuple heureux aussi. Donc, si jamais on tire des ressources beaucoup, ben, si jamais on décide d'abuser de notre monde pour tirer plus de ressources, on va avoir un peuple qui va être mécontent. On a des barbares qui peuvent nous attaquer. Je dirais que le seul bémol de ce jeu-là, le seul problème, c'est que à 2 joueurs, l'expérience est ordinaire parce que même si on veut se la jouer, on va chacun faire des affaires de notre côté parce que moi j'aime ça, certains comme trouver l'arbre de technologie. Donc souvent je suis du genre à faire ma petite tortue, donc je vais me préparer un bâtiment, je vais rajouter des annexes, des choses comme ça, je vais essayer de le construire de même. Mais lorsqu'on joue à 2 joueurs, c'est vraiment, on a beau vouloir la jouer, on s'attaquera pas nécessairement. À un moment donné, le jeu va venir autour du « si t'es pas préparé, je vais me faire une armée et je vais aller te voir ». C'est vraiment en 2 joueurs, ça tourne vraiment trop autour du militaire et ça m'a déçu un peu parce que même les parties où on se disait « on se la jouera pas nécessairement trop militaire, on va essayer de voir, faire de petits bouts de chemin, explorer, des choses comme ça », mais à un moment donné, ça devient le moment, à 2 joueurs surtout. Quand on joue à 3 ou 4 joueurs, on a une espèce de game qui va se faire, parce que là, c'est différent. Parce que là, on peut faire des alliances avec les autres joueurs, mais on peut également se préparer puis essayer de vouloir, faire peur aux autres joueurs, essayer de faire ça, d'essayer juste de garder une présence militaire de manière à les garder sur les nerfs, mais sans nécessairement vouloir les attaquer, mais juste de faire un peu de pression tranquillement, pas vite, juste pour être certain qu'ils se défendent. Puis si jamais ils se défendent pas, pourquoi pas, on va y aller à l'attaque. Mais je trouve que Clash of Culture est un jeu qui est tellement amusant. C'est un jeu qui gagne à être joué à 4 joueurs. Comme je disais, je le suggère pas trop à 2 joueurs, mais ça reste quand même un excellent jeu. L'arbre des technologies est toujours un plaisir à faire dans ce jeu-là. Clash of Culture, un de mes jeux de civilisation favoris. Si ce n'est pas mon jeu de civilisation favori, je crois que oui. Mais on va voir quand même. Je continue en numéro 22 avec le jeu qui s'appelle La quête du bonheur, donc The Pursuit of Happiness. Premièrement, je vais le dire, le jeu est très haut dans mon palmarès. Mécaniquement parlant, c'est un jeu qui est plutôt ordinaire. Ça sonne pas très vendeur quand je dis ça de même, mais c'est vrai, c'est un jeu de placement d'ouvriers, générer des ressources, mais c'est le thème qui vient autour de tout ça. Parce que dans la poursuite du bonheur, la quête du bonheur, pardon, c'est presque The Sims, la version jeu de société. Parce qu'on va devoir faire des activités, avoir une job, essayer de gérer une vie amoureuse, avoir des hobbies, acheter des choses, payer notre maison, des choses comme ça. Et c'est plein de petites choses comme ça qui font en sorte que chaque partie est une histoire. Et c'est un des rares jeux où je vais essayer de gagner quand même, mais ma performance dans le jeu
est moins importante que l'histoire que je construis. Parce qu'à la fin de la partie, je regarde toutes les cartes que j'ai jouées et je me rends compte, bon, écoute, mon père était riche, j'ai pas eu besoin de travailler. Après ça, j'ai joué une gang de motards, j'ai décidé de faire de la poésie, tiens, au changement de carrière. Plein de choses comme ça. Et c'est drôle. Et j'ai beaucoup de plaisir de faire mes petites histoires comme ça à chacune des parties. Et je le répète souvent, c'est mon jeu moyen favori, je pense, parce que comme je l'explique encore, mécaniquement parlant, c'est pas un jeu qui est incroyable. J'ai même des gens que je en avais parlé, puis on dit j'ai joué, puis j'ai trouvé ça ordinaire. Mais moi, j'ai tellement de plaisir à construire ma petite histoire. Et encore une fois, je pense que c'est l'aspect thématique qui va énormément me plaire dans ce jeu-là. J'ai également toutes les extensions. Je pense que j'ai même pas joué avec toutes les extensions en même temps. Je rajoute un petit module par-ci par-là, mais c'est surtout j'aime ça, j'aime l'idée d'avoir une version Sims. C'est un jeu qui est pas compliqué non plus à prendre en main. Et comme je dis, c'est un jeu que j'aime faire une histoire avec mon personnage. Donc, la poursuite du bonheur, probablement beaucoup trop haut dans ce palmarès-là, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup et que voulez-vous, c'est mon top 100. Donc, c'est pour ça qu'il se mérite une place aussi haute. Je continue en numéro 21 et la dernière position de ma vidéo d'aujourd'hui. C'est un jeu qui s'appelle Caverna. Donc, Caverna de Uwe Rosenberg. Et là, Caverna, c'est drôle parce que il a été dans mon top 3 à un certain moment donné. Et là, c'est tellement drôle parce que Agricola, Caverna, les gens vont toujours dire. Et là, sachez que malgré le fait que j'ai triché 1 million de fois dans mes vidéos en jumelant des entrées, je tiens à vous le dire immédiatement. Je n'ai pas mis Agricola et Caverna ensemble. D'ailleurs, je n'ai pas encore parlé d'Agricola. Wink, wink. Ça veut dire qu'il va probablement être un petit peu plus haut dans mon palmarès. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Caverna soit, bon, quand même en 21, on s'entend, là, c'est quand même une position très très élevée, mais qu'est-ce qui fait en sorte que Agricola est plus élevé? Parce que c'est drôle, j'avais joué à Agricola était vraiment là, gros. J'ai joué à Caverna ensuite et Caverna s'est hissé dans mon top 3, j'ai vraiment aimé ça. Écoutez, Caverna, c'est un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ferme, bon, gestion de ferme et de cave en tant que tel, parce qu'on est des nains, un thème un peu plus fantastique, mais on va générer des ressources, on va planter des choses, on va planter des légumes, des choses comme ça, générer du foin. Donc, à la base, Agricola et Caverna se ressemblent énormément. Caverna a un côté un peu plus ouvert, donc on se sent moins pris à la gorge tout le temps, on a plus de possibilités, on a plus de façons de faire ça, plus facile de nourrir notre famille, et il y a également un plateau avec des augmentations qu'on peut avoir qui est fixe. Donc c'est plus un jeu de type sandbox, donc un bac à sable. Je peux me dire une partie, ben écoutez, je vais aller directement dans cette direction-là, ou une autre partie, je vais aller là. Et ça fait en sorte que Caverna est beaucoup plus accessible que son confrère Agricola. Ceci dit, M. Rosenberg avait dit lui-même que si vous êtes pour jouer 5 fois au jeu, vous êtes mieux de jouer à Caverna. Si vous êtes pour jouer 50 fois, vous êtes mieux de jouer à Agricola. Et c'est là la différence, parce que après avoir rejoué à Agricola, je me suis rendu compte que je préfère la tension, mais surtout les éléments de cartes qu'il y a dans Agricola, parce que chaque partie va être différente, parce qu'on va devoir jumeler avec les aménagements qu'on va avoir, les occupations, les choses comme ça. Et là, il y a une espèce de petite game qui se fait. Mais là, on recule en arrière, je ne veux pas vous parler d'Agricola parce que mon numéro 21, c'est Caverna. Un jeu que j'aime beaucoup, gestion de ressources, comme je disais, très intéressant, plus facile d'accès que Agricola aussi. Et c'est un jeu, que voulez-vous, Uwe Rosenberg est un designer que j'aime beaucoup et le jeu fait pas exception. C'est un jeu d'ailleurs qui figure très très haut en position numéro 21 dans mon palmarès. Et voilà, ça fait le tour de ma vidéo des positions numéro 30 à 21, donc on se rapproche. Donc il me reste seulement 2 vidéos à faire et je suis un peu triste parce que, comme j'expliquais, c'est un format que j'aime vraiment, vraiment beaucoup faire. J'aime énormément vous parler de ces jeux-là. Et comme je disais, si jamais vous avez aimé la vidéo, faites un petit pouce en l'air. Vous voulez commenter aussi, gênez-vous pas dans les commentaires, c'est toujours très agréable de vous lire, de voir vos opinions sur ces jeux-là, de voir si vous partagez les mêmes goûts que moi ou non, puis encore une fois, c'est parfait comme ça. Si jamais je vous ai donné le goût, je vous ai donné envie de découvrir certains de ces jeux-là, c'est encore un gros plus. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!